Bonjour à tous. Durant la guerre froide opposant les États-Unis et l'URSS, plusieurs guerres auront lieu. Je vais te parler de l'une d'entre elles, la guerre du Vietnam. Cette guerre va durer 12 ans entre 1963 et 1975. Les États-Unis et l'URSS à cette époque-là cherchent à améliorer leurs relations, à apaiser les conflits. Mais dans les coulisses s'opèrent de très lourdes guerres comme celle du Vietnam. Découvrons ensemble comment ces deux puissances mondiales ont pris part au conflit vietnamien. C'est parti. La guerre du Vietnam commence donc en 1963, quelques années après la guerre d'Indochine. Pour bien comprendre la situation à cette époque-là, je dois te faire un court résumé de la guerre d'Indochine. La France avait colonisé l'Indochine, qui comprend le Laos, le Cambodge et le Vietnam. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, le Japon profite de la discorde en Europe pour attaquer et occuper l'Indochine. Cependant, après la Deuxième Guerre mondiale, le Japon doit abdiquer et permet à la France de récupérer son territoire. Très vite, les mouvements communistes au sein des pays de l'Indochine vont désirer l'indépendance. Mais la France s'y oppose et déclare la guerre. Malheureusement pour elle, très vite au Vietnam, les communistes et leurs guérillas gagnent du terrain et vont réussir à contrôler le nord du Vietnam, pour s'autoproclamer République démocratique du Vietnam. Leur chef, Ho Chi Minh, y sera le président et leur capitale sera Hanoï. Ce combat va durer 4 longues années avant que la France décide de créer un État indépendant appelé le Vietnam au sud de celui-ci. La France va ensuite créer une armée vietnamienne pour que les Vietnamiens combattent la guérilla communiste du Nord à la place des soldats français. Le conflit continue donc pendant que la Chine, cette même année, devient communiste, ce qui ne manque pas d'alarmer les États-Unis, qui ne veulent pas plus de pays communistes dans cette partie du monde. Ils vont donc aider la France de loin à partir de 1950. 4 longues années vont encore s'écouler, lorsque la France, en 1954, va perdre la bataille de Dien Bien Phu contre la guérilla du Nord, ce qui engendrera le retrait de la France d'Indochine et les accords de Genève signant la fin du conflit franco-vietnamien. La guerre d'Indochine est officiellement terminée. Cela va créer 4 pays reconnus internationalement: la République démocratique du Vietnam, ou Vietnam du Nord, la République du Vietnam, ou Vietnam du Sud, le Royaume du Cambodge et le Royaume du Laos. Les États-Unis s'étaient déjà alarmés et ont très peur de l'effet domino. S'ils laissent les pays communistes s'emparer de ce territoire, pour eux, toute la région deviendra forcément communiste. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas signé les accords de Genève. Ils vont donc très vite envoyer des troupes au Vietnam du Sud pour forcer le Vietnam du Nord à fusionner avec le Sud, abandonnant donc ce communisme, mais le Vietnam du Nord fait logiquement opposition. Nous sommes donc en 1955 et Ngo Dinh Diem est élu président du Vietnam du Sud. Anticommuniste avéré, il est parfait pour les États-Unis. On estime que les élections furent truquées et que le Vietnam du Sud aurait préféré un parti communiste. À partir de là, des conflits internes vont se créer et des guérillas communistes vont voir le jour pour renverser le gouvernement au sein même du Vietnam du Sud. Évidemment, le Vietnam du Nord va aider ces guérillas. Pour contrer ces guérillas, le gouvernement du Sud, qui est alors une démocratie, va instaurer une dictature sociale. Évidemment, le peuple va encore plus se soulever et les attaques des guérillas vont se multiplier, à tel point que Kennedy, président des États-Unis, en 1961, doit augmenter les effectifs. En 1963, Ngo Dinh Diem est trop impopulaire dans le Sud et pousse la CIA à créer un coup d'État. Ngo Dinh Diem et son frère sont alors tués et Duong Van Minh lui succède au pouvoir du Vietnam du Sud. C'est officiel, la guerre du Vietnam commence. Au début de l'année 1964, plusieurs coups d'État eurent lieu visant les chefs d'État du Vietnam du Sud. Au total, 7 gouvernements se succèdent, tant la pression des communistes est immense. Pour les États-Unis, il faut agir. Et le 7 août 1964, le Congrès des États-Unis offre au président Johnson, le successeur de Kennedy, la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire échec au communisme. C'est le début de l'escalade après les incidents du golfe du Tonkin. Le golfe du Tonkin fut une altercation navale où plusieurs torpilles furent lancées, mais aucun navire américain ne fut touché. Un prétexte donc pour accélérer les choses côté américain. Il est totalement établi aujourd'hui que ces incidents ont été instrumentalisés pour permettre une escalade du conflit. Les États-Unis bombardèrent les installations côtières du Vietnam du Nord en représailles, mais ça ne va pas ralentir le Vietnam du Nord, qui au début des années 1965 vont multiplier les attaques dont celle du camp Holloway. Cette attaque fera environ 130 morts, détruisant 10 avions et en endommageant 15 autres.
Une petite victoire pour le Vietnam du Nord qui ne se doute pas que moins de 12 heures après cet événement, Johnson va ordonner le début de l'opération Rolling Thunder. L'opération Rolling Thunder a 4 objectifs. Remonter le moral du Vietnam du Sud, convaincre le Nord d'abdiquer, détruire le système de transport et les défenses aériennes, et stopper le flux d'hommes et de matériel vers le Sud. Mais que peut bien être cette opération Rolling Thunder ? Eh bien, cette opération consiste à bombarder le nord du Vietnam par les airs. Elle va durer 3 ans et un demi-million de tonnes de bombes vont y être déversées. C'est l'équivalent du total des bombes utilisées en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale. Avec l'aide de la Chine et principalement de l'URSS, le Vietnam du Nord va tenir malgré des pertes importantes. 52 000 soldats et 182 000 civils seront morts pendant cette opération. Les États-Unis déclarent l'opération comme un cuisant échec, vu qu'aucun des 4 objectifs n'a pu être accompli. Quelques années plus tard, la CIA va dresser un bilan. L'opération Rolling Thunder est la plus ambitieuse, la plus coûteuse et la plus inefficace de l'histoire des États-Unis. And it's, in the 2 years that I was there, that was the first time I ever heard a bomb. And it was close. It was really close. It was frightening, but we were still cheering. I mean, we were cheering because something was happening. Năm đấy tôi 10 tuổi và tôi chứng kiến tất cả những cái chuyện đấy. Tôi chứng kiến cả cái làng nó xơ xác. Không có một cái cây nào có thể còn nguyên vẹn. Ở dưới sông thì cá chết, ở trên bờ thì trâu bò chết và người chết. Những người hàng xóm của tôi có 6 người bị chết. Évidemment, pendant ces 3 ans de bombardement américain, la guerre ne s'arrête pas au sol. Et Johnson, seulement 1 mois après le début de l'opération Rolling Thunder, autorise l'utilisation du napalm. Le napalm est de l'essence gélifiée à haute température qui colle sur la peau ou sur les objets. Il ne s'arrête pas là, puisque quelques mois plus tard, il ordonne l'ordre de mission offensive, recherche et destruction, afin d'écraser la guérilla et le Vietnam du Nord. Cet ordre déclare des zones comme Free Fire Zone, c'est-à-dire que tous ceux qui s'y trouvent sont des ennemis, peu importe leur âge. Les villages suspects étaient rasés et tout homme en âge de porter une arme était exécuté. Peu de temps après, Johnson va annoncer augmenter les soldats américains à 125 000 hommes, avant de les passer à 185 000 après la bataille de la vallée de la Drang. Cette bataille va durer 4 jours et est l'un des premiers affrontements majeurs entre les États-Unis et le Vietnam du Nord, proche de la rivière du même nom, Drang. Les deux camps annoncent être sortis vainqueurs de cette bataille, mais avec les bombardements aériens, on estime les dégâts causés par les Américains bien plus élevés que ceux des Vietnamiens. Plus de 500 morts côté vietnamien pour seulement 150 Américains. Le film We Were Soldiers évoque heure par heure cette bataille avec brio. Je te le conseille. Durant l'année 1966 et 1967, les États-Unis continuent d'augmenter les troupes, atteignant les 500 000 hommes. Ajouté aux Vietnamiens du Sud, on arrive à plus d'1 million d'hommes contre seulement 430 000 Vietnamiens du Nord. Les chiffres sont délivrés par la CIA. On peut donc estimer que c'est un peu en dessous de la réalité pour rassurer le peuple américain. D'ailleurs, ce même peuple, depuis le début de la guerre, conteste énormément les choix pris par le gouvernement et veut mettre fin à la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam étant considérée comme la première télévisée, c'est une guerre très médiatique et le peuple américain n'en peut plus de toutes ces atrocités et pousse de plus en plus en 1967. Les États-Unis estiment être aux portes de la victoire en 1968. Les médias américains parlent de « lumière au bout du tunnel ». Malheureusement pour cette lumière, l'offensive du Tet retentit et les armées américaines et sud-vietnamiennes sont surprises de l'attaque du Vietnam du Nord. Malgré l'effet de surprise, les forces américaines déciment celles du Vietnam du Nord. Militairement, c'est un échec cuisant, mais politiquement, c'est une victoire. Ça va permettre aux forces communistes de siéger les alentours de la capitale Saigon pendant plus d'1 mois, et pendant ce mois, le peuple américain continue de pousser à tel point que des vétérans combattant au Vietnam sont eux-mêmes contre cette guerre.
Cela va créer un conflit d'intérêts au sein même de l'administration des États-Unis. En plus de la petite conquête territoriale, l'offensive du Tet était psychologique. Son but était l'amplification de l'opposition contre les États-Unis. Un énorme succès donc, qui va mener à un arrêt progressif des bombardements et la décrédibilisation totale de la potentielle victoire des États-Unis. Allant jusqu'à faire douter les plus grands partisans de la victoire, qui eux-mêmes vont se demander à quoi tout cela sert au final. Disappointed that there weren't people standing along the road waving to me and, offering me flowers and things. I really expected to be greeted with open arms as a liberator, and it was as though I was invisible. It was as though I didn't exist. And that was a little perplexing. What I began to understand within days, and which became patently clear within months, was that what was going on here was not what I had been told. What was going on here was nuts, and I wanted to get out. I knew if I were still alive on March the 5th, 1968, they'd stick me on an airplane in Da Nang. We used to call it the Freedom Bird, and I could fly away and forget the whole thing. Turned out not to be quite so easy to forget it, but that was the notion. And certainly for my last 8-9 months in Vietnam, I ceased to think. I quite literally ceased to think about why I was there or what I was doing. The sole purpose for my being in Vietnam at that point was to stay alive until I could get out. And the reason for that is that, the kinds of questions that began to present themselves were just, the questions themselves were ugly. And I didn't want to know the answers. It's like banging on a door. You knock on a door, and the door opens slightly, and behind that door it's dark, and there's loud noises coming, like there's wild animals in there or something. And you peer into the darkness and you can't see what's there, but you can hear all this ugly stuff. You want to step into that room? No way. You just sort of back out quietly, pull the door shut behind you, and walk away from it. And that's what was going on. Les interrogations continuent donc de grandir, et de nombreuses stars vont continuer à s'élever aux États-Unis contre le conflit au Vietnam. On y retrouve par exemple Martin Luther King, Bob Dylan, Jim Morrison ou encore Jimi Hendrix. Nixon va être élu avec, selon ses dires, un plan secret pour terminer la guerre. Et fraîchement élu, il va progressivement retirer les troupes du Vietnam en prenant soin de former les Vietnamiens du Sud au combat et en les soutenant financièrement, exactement comme la France quelques années plus tôt. En 1972, les scandales s'enchaînent avec par exemple celui de Pan Tin Kim Phuc et le Watergate, ce qui va créer un climat extrêmement compliqué aux États-Unis, et comme dit précédemment, le peuple était déjà en feu, mais alors là c'est un niveau bien plus élevé qui vient d'être atteint. Et profitant de ça, le Vietnam du Nord lance plusieurs offensives contre le Sud, et l'année suivante, les accords de Paris sont signés, et les États-Unis acceptent de se retirer définitivement. 2 ans plus tard, le Vietnam du Nord finit par s'emparer de la capitale du Vietnam du Sud, et c'est officiel, la guerre du Vietnam est terminée. Le Vietnam du Sud et le Vietnam du Nord fusionnent donc, et en 1976 est formé le Vietnam, pays que l'on connaît aujourd'hui, avec pour capitale Hanoï. La première anecdote concerne le massacre de My Lai. Ce massacre a eu lieu dans le village de Son My par les troupes américaines. Environ 500 civils y ont trouvé la mort dans des circonstances extrêmes, violés, mutilés, incendiés, etc. Ce massacre est encore aujourd'hui appelé l'épisode le plus choquant de la guerre du Vietnam, ou par d'autres, le chapitre le plus sombre de l'histoire militaire américaine. Cet événement a eu un effet cataclysmique aux États-Unis et a activement participé à l'arrêt de la guerre politiquement. Même certains soldats se sont soulevés contre cet acte, dont 3 sur place qui ont tenté de mettre fin au massacre et de sauver les innocents. Ils seront considérés comme des traîtres pendant plus de 30 ans avant d'être décorés pour avoir protégé des civils. On estime que ce massacre est dû à la mort de plusieurs soldats américains lors de leur passage sur des mines et que par désir de vengeance, ils auraient été massacrés ce village. Parmi tous les soldats de cette compagnie qui ont participé au massacre, seul un est reconnu coupable de la mort de 22 civils et sera condamné à perpétuité. Malheureusement, ce n'était que de la poudre aux yeux, car le lendemain, le président Nixon ordonne sa libération et il va purger uniquement 3 ans et demi en résidence surveillée. Passons à la deuxième anecdote qui est un peu plus joyeuse, car on va parler d'une légende, Mohamed Ali. Effectivement, Mohamed Ali était au sommet de son art très jeune, mais à cette époque, le service militaire et encore plus en cas de guerre est obligatoire et il est appelé au Vietnam.
Il va notamment refuser en déclarant « Aucun Vietnamien ne m'a jamais insulté » quand la presse lui reprochera d'avoir refusé. Un mois plus tard, il passe donc devant la justice et écope de 100 000 € d'amende et de 5 ans de prison. Il perd sa licence de boxeur et son titre mondial. Il a seulement 25 ans à ce moment précis, et malgré des problèmes financiers, il se battra pour cette cause qu'il considère comme juste et échappera à la prison pour ne pas en faire un martyr. 4 ans plus tard, après un combat juridique des plus grands, il récupère sa licence et peut enfin reboxer. Il écrira encore plus sa légende en gagnant encore une fois le titre de champion du monde malgré 4 ans de pause face à Joe Frazier. Passons à la dernière anecdote, on attaque sur la famille Morrison. Jim Morrison, le chanteur et star du groupe The Doors, est mondialement connu, tu le connais d'ailleurs sûrement, et il se soulèvera aussi comme dit précédemment contre la guerre du Vietnam. C'est d'ailleurs un artiste anti-guerre assumé qui le revendique régulièrement soit dans ses chansons, soit directement dans la presse. Mais savais-tu que son père aussi a eu un impact dans la guerre du Vietnam? Effectivement, George Stephen Morrison était amiral dans l'US Navy, et c'était lui le commandant en charge lors de l'incident du Tonkin. Oui, l'incident dont je te parle précédemment, qui a été utilisé comme prétexte pour lancer le début de la guerre du Vietnam. Oui, c'était lui. Ça devait être très sympa les repas de famille chez les Morrison. La vidéo sur la guerre du Vietnam est terminée. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux m'aider gratuitement en likant ou en commentant la vidéo. Et n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Un des prochains thèmes de vidéo sera sur un des thèmes qu'on m'a proposé dans les commentaires. Alors n'hésite pas non plus à le faire si tu as des thèmes qui te passent par la tête. On se retrouve donc pour la prochaine vidéo. Ciao ciao.